Le grand entretien. Notre grand entretien, comme chaque vendredi, avec ce soir une figure du monde paysan en Afrique de l'Ouest. C'est Mamadou Sissoko, agriculteur lui-même et fondateur de la plateforme panafricaine des paysans et des producteurs d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir Mamadou Sissoko. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous d'agriculture africaine à l'heure où de nombreux pays redoutent une grave crise alimentaire suite à l'invasion russe en Ukraine. On va parler des attentes et des propositions des petits producteurs qui se fédèrent entre eux pour proposer une autre agriculture que celle portée par les États ou les grandes organisations internationales. Mais avant ça, on va parler un peu de vous d'abord et faire connaissance. Vous êtes sénégalais, fils de paysan, petit-fils de paysan, je crois, mais dans un pays d'ailleurs où plus de 50% de la population vit encore de l'agriculture. Mais au départ, vous étiez parti pour être instituteur. Vous l'avez été même pendant quelques années. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, mais non, finalement, ce que je veux faire, moi, c'est quand même travailler la terre? Oui, parce que instituteur, vous savez, c'était l'héritage colonial. Le gap le plus important qui continue encore, c'est que dans l'enseignement primaire, même général, on dit toujours aux enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas aller cultiver. C'est depuis les colons qui ont commencé et ça continue. Une sorte de relégation, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment, si on ne sait rien faire d'autre, on va aller cultiver les champs. Voilà. Alors, dans les débats entre nous, j'ai constaté que les gens étaient presque convaincus qu'il n'y a pas de possibilité de changement. C'est-à-dire que c'est ça ou rien. Et que l'école va créer la nouvelle société. Et deuxièmement, dans cette école, on ne parle nulle part de nous, ni notre histoire, ni nos langues, ni notre alimentation, rien. Donc, cela veut dire l'école, c'est sortir de nous depuis l'école primaire jusqu'à la fin. Donc, là, on essaye, du moins cette école, formate des citoyens autres qui deviennent étrangers chez eux. Et c'est toujours le cas, ça, aujourd'hui? Vous avez l'impression, avec l'école? Même si le colonialisme est derrière nous, il en reste quelque part à part que maintenant, des subsistances par ce biais-là. On commence à enseigner un peu d'histoire de l'Afrique, etc. Mais jusqu'à présent, sur le plan alimentaire, etc., il n'y a rien. Et donc vous faites ce choix-là, à un moment donné, vous dites, moi, la terre, c'est pas un truc si je ne sais rien faire d'autre, c'est ce que je veux faire, malgré que je sois instituteur de formation, et vous décidez alors à ce moment-là de devenir paysan. Ce n'était pas le problème d'être... D'ailleurs, on ne dit même pas chez nous autre chose, on dit cultivateur. Ce n'était pas le problème de dire, allez cultiver, non. C'était de dire de quoi il s'agit. Parce que la différence fondamentale, c'est que l'agriculture chez nous n'est pas quelque chose qui est hors de l'identité et de la vie en général. C'est ça qui n'arrive pas à être perçu par beaucoup de gens. L'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., ce sont des activités économiques qui sont portées par l'ensemble des membres de la famille, mais qui sont aussi une partie de la vie culturelle, sociale. Et donc, ce paquet, c'est ce qui nous a poussé, nous, qui avons fondé le mouvement paysan, de mettre l'accent sur l'agriculture familiale, qui est multidimensionnelle et multisectorielle. Parce que ce sont des activités conformes à l'agroécologie. C'est-à-dire, quand on est au bord d'un cours d'eau, on fait des activités de pêche. Les membres de la famille, on fait des activités de contre-saison, c'est-à-dire il n'y a plus de pluie, mais on prend l'eau, on fait la chasse. Donc, ce n'est pas du tout, on n'était pas dans un système où ceux qui cultivent, ils ne font que cultiver, ceux qui font non. C'est-à-dire, c'est cette multifonctionnalité et cette
sectorialité qui a fait la force de notre système et qui nous a aidés à résister. Et c'est ça que notre mouvement a voulu porter. Et donc vous allez structurer ce mouvement des paysans dans votre région, au Sénégal, et puis bien au-delà, dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec l'idée justement de porter cette voix-là, non seulement à vos dirigeants, mais au-delà en fait, et de devenir en soi un interlocuteur aussi pour dire ça suffit d'écouter juste ce que nous dit l'ancien pouvoir colonial ou les grandes institutions internationales ou même les dirigeants de nos pays, mais il faut nous écouter nous, les paysans, c'est ça? Non, c'est-à-dire, c'était tout simplement suivre l'adage qui dit « Si vous ne vous occupez pas de vous-même, d'autres viendront le faire, mais comme ils le veulent. Donc nous avons dit, écoutez, étant donné que nous avons la capacité de voir ce que nous pensons qui n'est pas bon pour nous et de vivre ce qui est bon pour nous, le reste, maintenant, c'est notre responsabilité de porter cela et d'en faire notre combat de vie. Parce qu'il ne faut pas que nous attendons que les autres viennent nous dire « Ah, nous nous sommes trompés, vraiment, c'est vous qui avez raison. » Ça n'existe nulle part. Mais on l'a fait également en mettant en exergue ce que nous appelons les mea culpa. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui nous est arrivé ou continue de nous arriver, c'est uniquement la responsable des autres. Quelles sont, selon nous-mêmes, les parts où nous n'avons pas été suffisamment porteurs de ce que nous faisons, ou bien là où nous avons, où nous sommes passés à côté. C'est ça qui manquait aussi. Les gens étaient toujours à l'aise de dire que c'est une malédiction divine ou bien c'est le gouvernement. Oui, d'accord, il y a beaucoup de ça peut-être. Mais réellement, est-ce que nous-mêmes, nous ne voyons rien? Et dans ça, nous avons quand même pu trouver quelques éléments. Chacun de nous sait le lien entre l'agriculture et les arbres. Alors, donc, ne pas couper les arbres, ça vraiment, nous le savons. Nous savons quel est le rôle de l'arbre. Et planter des arbres, nous savons qu'est-ce que ça peut nous apporter. Des arbres fruitiers, on va manger les fruits, on va les vendre. Et nourrir le sol. Tous les paysans, depuis leur naissance, savent ça. Que la terre vit comme l'être humain et elle peut mourir. Donc voilà quelques connaissances quand même, bien partagées entre nous, mais où nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons suivi des rythmes plus faciles, et donc voilà, nous avons essayé, et donc le système d'analyse pour situer nos responsabilités a été un élément important de notre mouvement. Alors, Mamadou Sissoko, aujourd'hui, je le disais, on est dans une situation assez particulière. La Russie envahit l'Ukraine. On sait que la Russie et l'Ukraine sont des très grands producteurs de céréales, de blé en particulier. Et toute une série de pays, notamment dans l'ouest de l'Afrique, risquent fortement d'en souffrir, soit parce qu'ils n'auront plus le blé qu'ils achetaient les années précédentes, ou alors ils vont devoir l'acheter très cher. Et c'est comme ça qu'on découvre, moi j'ignorais que c'était à ce point-là qu'un pays comme le Sénégal, par exemple, qui a quand même plus de 50% de sa population qui vit de l'agriculture, qui a des vraies ressources, une terre cultivable et des circonstances qui font que on peut cultiver et bien cultiver au Sénégal, est importateur net de blé. Et je lisais des témoignages de boulangers qui disent je ne sais pas comment on va faire parce que si on n'a pas notre blé, on ne va plus pouvoir faire le pain tel qu'on le faisait, etc. Je vois que ça vous fait rire. Oui. Parce qu'en fait, on pourrait très bien faire du pain avec autre chose que du blé, ou faire autre chose que du pain. Quelque part, aujourd'hui, on n'a pas assez pensé ça dans des pays comme le vôtre. Oui, mais parce que le blé n'est pas sénégalais. On n'a jamais, dans notre histoire, produit du blé chez nous. Ça ne fait pas partie de notre alimentation. Bon, le Sénégal a été colonisé 3 siècles. C'est beaucoup. Mais à l'indépendance, en 1960... le pain était consommé dans quelques villes. Aujourd'hui, c'est partout. Donc, il y a à se poser la question comment et pourquoi le blé est rentré rapidement
Alors, donc, chez nous, notre alimentation, c'était fondée sur les céréales. Dans toutes les zones agroécologiques du monde, il y a des produits qui font partie de la culture alimentaire des gens. Le blé, on sait que c'est l'Égypte, c'est d'autres pays, mais nous, c'est le petit millet, c'est le sorgho, c'est le maïs, c'est l'igname, c'est la patate douce, etc. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que la majorité mange. Alors donc, la crise de l'Ukraine, évidemment, on le ressent, parce qu'aujourd'hui, dans les villes en tout cas, s'il n'y a pas de pain, ça peut faire chuter les gouvernements, on le sait. Bon. Maintenant, nous avons dans notre évolution, nous n'avons pas donné la place qu'il faut à notre base d'alimentation culturelle, donc le mil, le sorgho, etc. Parce que pour les manger, il y a toute une pénibilité. Il faut battre d'abord les épis pour avoir les graines, amener les graines pour enlever le son. Tout ça, ça se faisait par la force physique. Donc, c'est pas facile. Alors que tu prends le riz, qui est déjà... Et puis tu le manges, tu prends le pain, tu le manges. Donc, il y a ce problème qui a joué. L'autre élément qui nous a fait du mal, quand il y a eu la grande sécheresse de 1973, l'Europe était dans une situation très critique. La PAC a fait que vous êtes en surproduction et vous payez pour ça, vous payez pour stocker cette surproduction et donc vous étiez coincés. Et avec la grande sécheresse, nous, on n'avait plus rien. Et vous avez vidé vos magasins. Mais en vidant les magasins, vous avez bloqué l'évolution de la production agricole chez nous. Nos produits ne se vendaient plus. Et donc, c'est depuis lors qu'on est rentré dans ce processus. Alors, évidemment, dire à quelqu'un qui a faim qu'il ne faut pas manger ça parce que ça peut créer des problèmes, non. Mais après, juste quelques années, 4 à 5 ans, en plus de ces dérèglements, nous sommes rentrés dans l'ajustement structurel. Donc, le gouvernement était dans un système où on leur dictait ce qu'il fallait faire. Et la première des choses, c'est de dire qu'il faut fermer les sociétés d'État. Nous savons que ceux qui nous ont imposé ça, chez eux, ce n'est pas comme ça qu'ils font. Quand il y a des problèmes, ils essayent de restructurer, ils trouvent des choses. Nous, on nous a dit non, il faut tout abandonner. Donc, nous, on était, par exemple, pour le coton, 80% étaient déjà travaillés chez nous dans les filatures et on avait des usines qui faisaient des tissus. Et ça donnait un sens à la production du coton. Hop, tout cela est parti. Et un pays comme le Sénégal, comme d'autres, a perdu une forme de souveraineté alimentaire, ne produit plus aujourd'hui assez pour pouvoir se nourrir et subvenir à ses propres besoins. Ça, c'est le résultat. Donc, sécheresse, ajustement structurel, premiers impacts, c'est le départ des jeunes. Ils ont quitté les villages, ils ont abandonné pour aller dans les villes, dans l'exode, etc. Alors, deuxième impact, le découragement des producteurs qui disent si je produis, je ne peux pas vendre. Et troisième impact, les prix bas des produits du marché international qui remplissent les marchés. Donc nous sommes complètement devenus des sujets alimentaires nous-mêmes. Et aujourd'hui, est-ce que ça change? Évidemment. Est-ce qu'avec le mouvement que vous, par exemple, vous avez initié, est-ce qu'il y a aussi une forme de prise de conscience à un moment donné dans toute une série de pays de l'Afrique de l'Ouest de se dire on ne peut pas rester dans cette situation de dépendance, cette situation où on n'a pas la main quelque part sur notre propre alimentation? Oui, alors, le changement est venu de ceux qui avaient créé ce problème, c'est-à-dire de l'Europe. Parce qu'il fut un moment, évidemment, comme tout cela est parti après la guerre 39-45, toute cette euphorie de la PAC et tout ça jusqu'à devenir des grands producteurs, on ne sait même plus quoi faire avec ça. Après, l'ouverture de l'Europe à d'autres pays qui avaient des avantages plus importants que les premiers a fait que la situation a changé. Donc petit à petit, et puis le changement climatique qui était prévu pour la disparition de l'Afrique toute seule, on a commencé à voir que ça va créer des problèmes dans le monde entier.
Donc les situations de monopole de technique et de production a commencé à être posées ici chez vous. Et évidemment, le système de production, les effets néfastes ont commencé à être posés par les citoyens. On commence à dire, est-ce qu'il n'y a pas d'effet sur l'alimentation que nous avons actuellement, les nouvelles maladies, etc. Bon, vous êtes quand même dans des pays où les gens réfléchissent beaucoup, et c'est bien. Alors donc, tout cela a fait que d'autres voix se sont élevées pour dire, nous sommes en train d'aller dans le mur. Productivité, etc. Et les prix bas. Donc, nos gouvernements, avec la souffrance de l'ajustement aussi, ont commencé à dire on ne peut pas continuer comme ça. Et nous avons eu 2 exemples. La Chine et l'Inde qui ont commencé à développer leur agriculture de telle manière qu'ils ont réalisé la sécurité alimentaire. Donc, tous ces effets, plus maintenant nous les paysans organisés, qui ont dit à notre gouvernement, ça ne peut pas marcher. Nous avons participé aux grandes marches de Seattle, nous étions dans le mouvement social mondial, nous étions à Cancun pour dire non, ça ne peut pas se faire comme ça, parce qu'il y a des injustices au niveau international. Donc, nous sommes en train de réfléchir et de travailler. Et aujourd'hui, du moins pas aujourd'hui, en 2001, il y a eu une politique agricole de l'UEMOA où nous avons participé et mis dans la politique agricole la reconnaissance de l'agriculture familiale et la recherche de la souveraineté alimentaire. On a fait la même chose dans la politique agricole de la CEDEAO. Et nous avons réussi à ce que nos États maintenant subventionnent l'agriculture. Nous avons réussi à amener le contrôle de nos marchés. Par exemple, au Sénégal, l'oignon, qui était importé de la Hollande, maintenant, pendant 6-7 mois de l'année, nous produisons assez d'oignons et on est... Donc ça avance, on n'est pas à l'autonomie alimentaire, mais le chemin avance. Ça bouge. Bon. Un mot alors justement sur l'enjeu climatique, parce que aujourd'hui on voit maintenant de manière visible, y compris chez nous d'ailleurs, les conséquences de ce dérèglement climatique, d'événements climatiques extrêmes, mais on sait que des pays comme les vôtres, comme le Sénégal, risquent bien d'être touchés plus fortement et le sont déjà avant nous. Est-ce que cette agriculture-là, que vous défendez, cette agriculture familiale, cette agriculture plus connectée, plus presque intime, on a envie de dire, avec la nature, avec les différents éléments, elle résiste mieux, elle est plus résiliente par rapport au réchauffement climatique, selon ce que vous constatez sur le terrain en tant que producteur. Pas seulement nous, mais même le monde de la recherche a constaté. Quand il y a eu la grande sécheresse de 1973, la grande majorité de ceux qui font les prospectives ont dit cette fois-ci, le Sahel, c'est terminé. Ils ne vont pas s'en sortir. Et c'était très sérieux, des études. Non seulement nous sommes là, ils étaient surpris que nous produisons plus. Nous sommes plus nombreux, donc la démographie, et nous avons pu nous adapter. Nos populations sont les plus résilientes de la Terre. Si vous voyez les outils que nous utilisons pour produire, les situations dans lesquelles nous produisons et les résultats, ça dépasse tout le monde. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas satisfaits de ça. Nous ne voulons pas être uniquement dans la résilience. Nous voulons produire, et ce qui a manqué, comme je vous l'ai dit, c'est nos capacités d'amener les autorités à avoir des politiques qui ne soient pas seulement politiques de résilience. Un mot justement là-dessus. On sait que des pays comme les nôtres, comme la Belgique, versent ce qu'on appelle l'aide au développement. On sait que la Belgique vient de décider d'ailleurs d'augmenter la part qu'elle consacre à la coopération au développement. Comment vous recevez, vous, ça? Est-ce que vous voyez les effets directs d'aide de pays comme la Belgique dans ce que vous pouvez mettre en œuvre concrètement au quotidien? Bon, écoutez, c'est très compliqué. D'abord, l'aide, c'est du business. C'est-à-dire? Quand la Belgique finance, ou bien la France, ou bien l'Europe, et ils financent des programmes qui sont réalisés par leurs entreprises aussi. Actuellement, si un pays de chez nous demande des grandes centrales avec le solaire, évidemment, tout le monde est prêt à financer. Qui va faire
ces programmes, c'est eux. Alors, pour mettre des usines, etc., parce que nous sommes dans quelle situation? Nous avons des ressources minières, mais nous n'avons pas d'industrie pour les extraire. C'est la réalité d'aujourd'hui, je ne sais pas demain. Donc, au lieu de dire coopération, moi j'ai dit il faut qu'on parle d'arrangement. Nous devons arranger entre nous. Moi j'ai du pétrole, j'ai besoin de sortir ça pour avoir de l'argent. Vous avez la machine. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de nous entendre. Et beaucoup de ces jeux en Afrique, c'est comme ça. Et vous avez l'impression, quelque part, du coup, cette aide, aujourd'hui, elle ne profite pas directement à la population ou ici aux paysans, etc., mais que ça va plutôt servir des filières qui, en définitive, servent plutôt le pays qui aura décidé de donner. Non, vous savez que nous sommes actuellement dans les 60 ans d'indépendance. Nous avons beaucoup de choses dont nous bénéficions aujourd'hui un peu, qui ont été installées par la colonisation. Le café, le cacao, la banane, l'ananas, ils ont été programmés et toute la chaîne était préparée 20 ans, 30 ans avant les indépendances. Et aujourd'hui, les grands pays producteurs de café, ananas, etc., ne peuvent bénéficier de ça que dans le marché européen. OK? Alors, quand le coton, l'Afrique a eu du coton avant la colonisation, mais le processus du coton, comme on l'a aujourd'hui, a été développé par les sociétés coloniales. Donc, avec tous les mécanismes. Quand nous allons sur l'autre élément qui est l'agriculture elle-même, donc, l'introduction de la monnaie a été accompagnée par l'introduction des produits d'exportation. Café, cacao, arachide, etc. Donc, ces produits qui sont importants pour nous, quand nous avons eu les indépendances, la première question, c'était d'avoir un budget. Un pays doit avoir un budget. Et comment alimenter ce budget? C'est le détournement de la plus-value agricole qui a d'abord servi à payer les fonctionnaires, à faire les premières routes, etc. C'est ce qui a amené dans les négociations avec l'Union européenne, le STABEX, pour dire si les prix mondiaux sont à un certain niveau, il faut augmenter pour nous. Mais on ne les donnait pas aux paysans. Cette différence était utilisée pour payer les fonctionnaires. Alors, dans la réalité, ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas encore favorable et à nos États et à nos paysans. Et sur le climat, nous sommes écœurés de voir que les bailleurs de fonds du climat font des évaluations et ils ont tous comme résultat que le financement n'arrive pas là où il faut. Et la société internationale qui est le GIEC, chaque année fait des rapports pour dire on est bientôt tous morts. Alors donc, au nom de quoi on doit continuer de dire des chiffres que personne ne va utiliser, et surtout les paysans. Donc c'est cette situation qui fait que nous voulons que la société civile, la presse, continue de faire pression pour que ceux qui gèrent ces fonds disent pourquoi les fonds ne peuvent pas partir, ne peuvent pas être utilisés. Merci, Mamadou Sissoko, d'être venu dans notre studio ce soir pour nous connecter à ces enjeux-là. Vous allez retourner d'ailleurs dans quelques jours au Sénégal. Vous étiez de passage en Belgique. Merci d'être passé par le studio. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci.